La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau journal du télétravail Würth Électronique France. La session va commencer dans quelques instants. Alors c'est parti pour le JTT du 11 heures. Aujourd'hui, je suis le présentateur principal, moi Germain Ledru, et Paul m'assistera en tant que modérateur et pourra répondre à vos questions. La durée sera comme d'habitude d'environ 30 minutes avec une flexibilité de 15 minutes pour vous permettre de poser vos questions et d'obtenir nos réponses. Votre microphone est coupé, mais vous avez la possibilité, comme je dis, de poser vos questions via la fenêtre de votre interface, que ça soit sur votre ordinateur avec le petit onglet questions, ou si vous utilisez une tablette avec l'appli GoToWebinar, par la petite fenêtre en haut à droite avec le bouton questions. Quand ce sera fini, il y aura un questionnaire de satisfaction. Nous serions ravis d'avoir vos retours pour améliorer les futurs JTT. Il y a aussi une adresse mail pour poser des questions supplémentaires si vous le souhaitez. Le sujet du jour traite des convertisseurs DC-DC et va commencer immédiatement dès que j'aurai lancé la présentation. Alors, nous allons parler de convertisseurs DC-DC uniquement non isolés aujourd'hui. Donc, on ne parlera pas de transfo. Il y a eu un sujet déjà vendredi dernier. On va parler de topologie et de sélection de composants. Un nouveau sujet sera proposé la semaine prochaine, ou il me semble la suivante, puisque bon, le JTT a plutôt un bon succès et on va prolonger les sessions qui étaient censées s'arrêter à la fin de semaine prochaine, donc pour 2 semaines supplémentaires. Alors il y a le succès du JTT, mais il y a également la prolongation probable du confinement. Alors, il y aura un sujet à nouveau sur les convertisseurs DC-DC où on traitera cette fois de l'efficacité, du rendement. Là, aujourd'hui, on va déjà poser les bases et à parler de la sélection des composants. C'est parti. Alors, donc j'ai dit qu'on traitera uniquement de convertisseurs non isolés. On a pris les convertisseurs les plus simples, les plus populaires. On va parler donc aujourd'hui de buck. On va prendre un exemple plus poussé sur le buck, donc un abaisseur de tension. Vous avez ici 2 exemples de buck avec un exemple de schéma. La seule différence, comme vous le voyez, c'est que les éléments de découpage sont non synchronisés ou synchronisés avec 2 MOSFET ou un MOSFET et une diode à gauche. Ensuite, on retrouve les éléments les composants passifs que nous proposons chez Würth Électronique, qui sont les éléments, qui sont des éléments essentiels associés aux éléments de découpage. En dessous, vous avez un boost. Vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes éléments de découpage, c'est juste qu'ils sont inversés. On va voir comment ils fonctionnent. Vous remarquerez que les flèches sont à l'envers. On est une société allemande avant tout, et en Allemagne, les flèches de tension sont indiquées dans le sens du potentiel positif vers le potentiel négatif. Voilà, donc voilà l'exemple d'un boost. Et à droite, on va parler très brièvement de CPIC. Donc c'est un type de buck boost qui vous permet de faire du coup une tension de sortie qui est inférieure ou supérieure à la tension d'entrée. C'est parti. J'ai parlé des éléments passifs, des éléments clés de l'aliment découpage que nous proposons. Donc on va parler de la sélection de composants par le biais des inductances, des condensateurs. Et à chaque fois, ces 2 éléments, ils devront être choisis en prenant en compte de l'environnement, de votre application. Et comme vous le savez très bien, vous développeurs, la vie d'un ingénieur est faite de compromis. Si on veut améliorer la CEM, on devra faire peut-être des choix sur la taille. Il y a des questions d'efficacité, les contraintes de température vont impacter tous les choix, que ce soit pour l'inductance et la capa. Voilà pour cette petite introduction.
Maintenant, on va faire un bref rappel des composants, que ce soit pour l'inductance ou le condensateur, à propos de matériaux et de physique. Encore une fois, c'est un format assez court, de 30 minutes. Si on voulait aller un peu plus dans le détail, c'est ce qu'on ferait plutôt lors d'une session séminaire en face à face. En tout cas, si je veux parler de l'inductance, vous aurez remarqué que l'inductance, c'est un bout de fil, du cuivre, un conducteur, enroulé sur quelque chose. Et bien souvent, quand on parlera d'inductance de puissance, ce quelque chose, ça sera un matériau ferromagnétique. Donc un matériau qui va jouer avec le champ magnétique et induire une induction magnétique. Ce matériau, on va le définir par un paramètre qui va être clé, c'est la perméabilité. La perméabilité du matériau, elle a deux composantes. Elle a une composante euh, constante, la perméabilité dans le vide, qui met en relation donc le champ magnétique et l'induction. Et lorsqu'on intègre le matériau ferromagnétique, on aura aussi une perméabilité relative qui, elle, dépendra de différents paramètres, sa composition, mais également son environnement. Grâce à cette perméabilité, je l'ai dit qu'on mettait en relation un champ magnétique et on a cette courbe d'hystérésis qui va faire qu'on va jouer avec les petits dipôles qui sont à l'intérieur du champ magnétique, pardon, à l'intérieur du matériau, pardon. Et lorsqu'on va appliquer un champ magnétique euh, à ce matériau, une induction va être créée. Les dipôles vont tous s'aligner dans un sens. On a des domaines, ce qu'on appelle des domaines de Weiss, qui vont devenir de plus en plus gros, jusqu'à une saturation où tous les dipôles vont être alignés dans le même sens. On arrive à cette saturation. Lorsqu'on voudrait revenir à une saturation, euh, à un champ magnétique nul, on va rebaisser, mais on verra qu'on aura toujours une induction rémanente du fait de l'imperfection du matériau lui-même. Pour revenir à une induction nulle, on reviendra à un champ, on aura besoin d'un champ magnétique négatif. Ceci est intéressant lorsqu'on design des transfos. Là, c'est surtout, on en parle surtout pour comprendre comment fonctionne le matériau ferromagnétique. Tout ça pour dire que la perméabilité va dépendre de sa composition, je l'ai dit. Donc, on aura différentes valeurs en fonction du type de matériau ferromagnétique utilisé. J'ai mis là, ici, les valeurs standards, les valeurs de matériaux plutôt standards utilisés chez nous. Vous voyez qu'entre de la poudre de fer, du manganèse zinc, on a une grosse variabilité de la valeur de perméabilité. Maintenant, j'ai dit que ça dépendait du type de matériau, également de son environnement, notamment du champ magnétique qu'on va y appliquer, qui va générer une saturation comme on l'a vu juste avant, et également de la fréquence. En fonction de la fréquence, on n'aura pas la même valeur de perméabilité. On remarque aussi que la perméabilité aura différentes composantes qui sont relativement indépendantes, mais qui dépendent de la fréquence. On aura un comportement plutôt réactif, donc comme plutôt inductif en basse fréquence, qui va jouer le rôle d'une inductance, qui va stocker de l'énergie pour la restituer, et un comportement plutôt résistif en plus haute fréquence, qui va atténuer un champ magnétique sous forme de perte, comme un échauffement. Et c'est ce qui va nous intéresser quand on fera de la CEM, quand on utilisera ces composants, ces matériaux, plutôt pour atténuer un champ magnétique qui nous embête. Là, on va l'utiliser pour du stockage, pour de l'inductif lorsqu'on l'intègre à cette inductance dans un convertisseur DC-DC. Et du coup, on va s'intéresser à la réactance du composant, du matériau, et on remarque que les composants standards les matériaux standards que j'ai évoqués, sont optimisés pour différentes gammes de fréquences. La poudre de fer, ce qu'on retrouvait sur des anciennes selfs bobinées toroïdales dans des anciennes alimes à découpage, a été adapté pour des fréquences de découpage assez basses, de l'ordre de 100 kg, 150 kg. Et aujourd'hui, avec des alimes à découpage et des fréquences de plus en plus élevées, on a d'autres matériaux qui seront optimisés. Ceux que vous voyez sur la droite qui ne sont pas représentés sur la courbe sont des mixtures, des mélanges de ces matériaux-là. Certaines, on va dire, secret défense, un peu comme la recette de Coca ou de Pepsi, pour en citer plusieurs. Alors, je m'interromps juste un instant pour vérifier qu'il n'y ait pas de questions pour le moment. Paul, j'espère que tu m'entends et que tout se passe bien de ton côté. J'ai l'impression. Je continue.
Alors, en restant toujours sur l'inductance et pour savoir comment on va l'utiliser dans les convertisseurs DC-DC, l'inductance, c'est fait d'un bout de fil enroulé sur quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on met en relation les différentes équations de base, et on va parler de Maxwell, je les ai pas introduites au début, mais on va pouvoir remettre en relation une tension qui vient de la loi de Faraday, euh, une variation de flux magnétique qui vient de l'induction magnétique et du coup qui nous permet d'intégrer la section du champ magnétique et le nombre de tours de l'enroulement. En dessous, la loi d'Ampère va me permettre de mettre en relation le champ magnétique que j'aurais généré, la longueur du chemin et le nombre de tours que j'aurais mis en place avec le courant généré par ce fil. Si je joins ces différentes équations, on remarque qu'on se retrouve avec une tension qui va dépendre de paramètres fixes que j'aurai déterminés et de la variation du courant en fonction du temps. C'est comme ça que j'intègre la valeur de l'inductance et surtout comment je vais réaliser mon inductance avec une dépendance à la section du champ magnétique, certes, la longueur du champ magnétique, certes, et deux choses très très palpables puisqu'on en a déjà parlé, la perméabilité et le nombre de tours au carré. On va définir une inductance de cette manière. Alors je vais juste m'attarder sur un paramètre, c'est la longueur du chemin magnétique, puisque lorsque je rajoute un entrefer, c'est-à-dire que là j'avais un matériau complètement continu sur toute la longueur du chemin magnétique. Si j'intègre un entrefer, donc un air gap, je vais avoir une ouverture avec une perméabilité différente, c'est-à-dire l'air par exemple, avec du coup un chemin magnétique différent. Donc je vais ajouter à l'inductance ce qu'on appelle une réluctance, l'équation que vous voyez entourée en rouge. Et ce qui fait que lorsque je vais avoir un air gap supplémentaire, je vais avoir une longueur de chemin magnétique supplémentaire avec une perméabilité plus faible, puisqu'il n'y aura pas de perméabilité relative. Mon inductance, si je veux garder la même valeur, je vais avoir besoin de moins de tours. Ce qui fait que lorsqu'on a par exemple une inductance blindée avec un entrefer limité par rapport à une non blindée, on aura l'avantage d'avoir moins de fils et donc sûrement on sera moins limité en cours. Alors, ça, c'est l'avantage d'une solution blindée. Une solution non blindée, on aura peut-être une autre. Dans tous les cas, un air gap, on en aura toujours un, même lorsqu'on a une solution blindée. Il était matérialisé ici, je vais montrer avec mon pointeur sur une solution blindée. On aura toujours un entrefer, c'est ce qui nous permet de maîtriser la saturation du composant. Une inductance complètement continue au terme de matériaux sans air gap saturera très très vite. L'avantage, c'est lorsqu'on intègre un entrefer, on va repousser la saturation du matériau, on le voit ici avec la courbe d'hystérésis, la réluctance supplémentaire me permet d'avoir une saturation repoussée. Donc, une solution blindée aura tout de même un entrefer. Si on a une solution complètement moulée et on ne voit pas l'entrefer, la plupart du temps, la solution l'entrefer est continu, réparti, puisqu'on a des billes, par exemple avec de la poudre de fer, où il y a un petit espace et donc un petit entrefer entre chacune des billes. Donc voilà deux exemples de blindage non blindage où on voit toujours euh, l'entrefer matérialisé. En termes de CEM, vous aurez bien, vous imaginez bien l'avantage d'une solution blindée dans le cas où on aurait un circuit imprimé avec des pistes placées juste en dessous de l'inductance. Bon, ça c'est un sujet plutôt annexe, on en y reviendra lorsqu'on reparlera de CEM. Voilà. Voilà pour l'inductance. Concernant les condensateurs, je vais essayer de faire l'analogie avec ce qu'on vient de voir, puisque le condensateur, que ça soit dans le filtrage ou dans la conversion DC-DC, est la plupart du temps l'antagoniste de l'inductance. Et on va retrouver la plupart du temps, je vais envie de dire même tout le temps, les mêmes formules, mais avec d'autres appellations, on va dire. Si je prends le condensateur, tout à l'heure l'inductant, j'ai dit c'est un bout de fil avec un matériau. Le condensateur, c'est deux électrodes, l'une en face de l'autre. Deux électrodes, lorsqu'on va leur appliquer une différence de potentiel, va être généré un champ électrique entre ces deux électrodes. Si je regarde les charges qui pourront circuler entre ces deux électrodes, je peux calculer la force pour déplacer une charge. Si j'intègre en plus la distance entre
entre ces deux électrodes, eh ben, je vais retrouver ce qu'on appelle un travail. C'est le travail nécessaire pour déplacer une charge dans le champ magnétique, dans le champ électrique, pardon. Et c'est comme ça qu'on intègre ce qu'on appelle la tension. Souvent, on parle de tension avec une différence de potentiel, mais on peut aussi définir la tension comme le travail nécessaire pour déplacer une charge Q. En d'autres termes, le champ électrique fois la distance, V égale ED. Si je repars maintenant sur la base avec l'équation de Gauss, la loi de Gauss dans les équations de Maxwell, eh ben je retrouve le champ électrique qui est égal à la quantité de charge totale, la permittivité, donc ça sera l'analogie avec l'inductance, et la surface des électrodes. Je peux extraire C comme la capacité du condensateur avec la permittivité dépendant de la surface des électrodes et de la distance de ces électrodes. Si maintenant je joue avec cette permittivité, je vais pouvoir jouer avec un matériau qui sera différent du vide, de l'air, etc. Je vais pouvoir jouer avec la valeur de kappa, l'augmenter, l'abaisser. Et là, on retrouve dans ce tableau, qui est un tableau standard, les valeurs standards de permittivité relative, donc qui sont un coefficient de cette permittivité dans le vide. On parlera par exemple souvent de céramique, on parlera d'aluminium, on parlera de film de papier. Voilà pour les bases. Pour reparler un peu des différentes technologies, on y viendra juste après avoir parlé de topologie, mais ça sera nécessaire. Il est nécessaire qu'on ait posé les bases avant ça pour pouvoir jouer avec ces matériaux. Donc maintenant, en termes de topologie, je vais m'attarder un peu plus sur le buck, donc l'abaisseur de tension, pour expliquer comment fonctionne le convertisseur DC-DC. Donc voici la topologie du buck, avec en entrée, sortie des condensateurs, et les trois éléments de base au centre, les éléments de découpage et l'inductance. Lorsque les éléments de découpage sont fermés, enfin je veux dire le switch est fermé, on aura l'entrée la tension d'entrée, le courant d'entrée qui circulera jusqu'à la sortie. Lorsque le switch sera ouvert, on aura uniquement l'inductance, la kappa et la diode qui seront liées. On va expliquer maintenant comment cela fonctionne en jouant juste simplement avec la loi des mailles. Pendant le temps on, en ayant posé le rapport cyclique D fois la période, pendant le temps on, en faisant juste la loi des mailles, on va se retrouver avec une tension dans l'inductance qui est égale à LDI sur DT et qui sera égale à V in moins V out, simplement. Donc si je regarde la courbe de la variation de courant dans l'inductance, on a un delta I par rapport à un delta T, c'est le temps on, qui va être dépendant, qui va croître simplement, une fonction linéaire. Pourquoi? Parce qu'elle est définie avec des constantes, V in moins V out, et dépendant, donc le coefficient directeur de cette droite dépendant de la valeur de l'inductance. Je fais la même chose pendant le temps off. L'équation est encore plus simple puisqu'on a juste le V out. Bon, pour l'instant, on oublie la tension dans la diode, on y reviendra tout à l'heure. Et on a une décroissance. À l'état d'équilibre, pour que mon alim à découpage fonctionne, il faut que j'ai une variation de tension dans la self qui soit à l'état d'équilibre nul. Donc, on doit avoir un VLT on plus VLT off égale à 0. On se retrouve du coup avec cette variation de courant qui sera centrée sur un courant moyen ici, avec un rapport cyclique égal à V out divisé par V in. C'est là que j'intègre ce qu'on appelle le ripple, donc l'ondulation de courant en français. On le pose ici, R qui égale le delta I, donc la variation entre le min et le max, divisé par le courant moyen. Ce qui nous permet de poser la valeur d'inductance dans mon application, qui sera dépendante des paramètres de l'application, V in, V out, le rapport cyclique, la fréquence de découpage de mon IC que j'aurais choisi, et le ripple. Et donc le courant de charge, j'en ai pas, bien sûr. Ce qui fait que lorsque je vais faire varier mon ripple, mon delta I, on remarque que je vais avoir une valeur d'inductance qui va augmenter ou baisser. De la même manière, lorsque je vais augmenter ou baisser ma fréquence de découpage, je vais avoir une valeur d'inductance qui va monter ou baisser. Logique. Si je fais une petite application numérique, je peux également intégrer les chutes de tension dans les diodes, dans le MOSFET. Pas de problème, c'est juste la loi des mailles qui est modifiée. Et si je prends un exemple maintenant,
Eh bien, avec une application à 24 volts d'entrée, 5 volts de sortie, 2 ampères, je fais le calcul avec la formule que je viens de vous donner. En fonction du ripple, 20%, 40%, on aura du coup un résultat avec différentes valeurs d'inductance. Une inductance, c'est quelque chose qui est mesuré entre les deux fils de la bobine, mesuré à une certaine fréquence, dans certaines conditions et avec des tolérances. Vous voyez ici parfois 20%. Donc il est intéressant lorsqu'on choisit les valeurs d'inductance, quel que soit le ripple 20 ou 40%, de prendre différentes valeurs dans la gamme pour pouvoir tester lorsque vous faites vos protos et valider vos conditions. Puisque vous voyez, en faisant varier avec les tolérances des selfs, on va faire varier quand même le ripple de 16% ici, si on a 20%, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Si je veux faire rapidement et ne pas refaire tous les calculs, on a ce qu'on appelle notre application en ligne qui s'appelle RedExpert. Vous pouvez googliser RedExpert ou aller sur notre site internet et le retrouver très facilement. Je suis entré dans la partie choix de composants et dans la partie Power, il y a inductance de puissance. J'en arrive donc ici et j'ai paramétré sur la gauche mon buck avec la même disposition que j'avais en entrée, sortie, etc., fréquence de découpage, pour retrouver à peu près la même valeur, parce que j'ai pas le ripple, j'avais mis de 20 à 40, là j'ai mis 30. Vous voyez que le calcul se fait exactement de la même manière avec, je reviens sur le calcul, une chute de tension dans la diode de 0,3 volts. Bon, c'est ce qui avait été décidé dans le calcul, donc j'ai remis la même chose. Et vous voyez bien qu'on nous simule le ripple que je m'étais donné avec des pics de courant et un courant moyen. La valeur optimale qui avait été choisie dans RedExpert, c'était 13,8 micros. Et donc, automatiquement, dans toute la sélection de nos inductances que nous avons au catalogue, une fenêtre a été appliquée sur la valeur d'inductance entre 9 et 17 micros. On peut jouer là-dessus maintenant et choisir notre self en fonction de ce qu'on a envie. Est-ce que je veux une solution blindée, non blindée? Oui, peut-être. Est-ce que je veux une solution CMS? Pourquoi pas? Est-ce que j'ai une contrainte de taille? Oui, je veux quelque chose qui fasse moins que au maximum 8 mm, par exemple, de long. Et on réduit ainsi nos sélections. Vous voyez ici, j'en ai plus que 18. Et on a différentes façons de sélectionner. Encore une fois, il y aura un autre sujet Power convertisseur DC-DC lors des prochains JTT, où on discutera de la fenêtre du bas qui discute des pertes dans l'inductance et donc du rendement. Je reviens à la présentation. Si je voulais parler du boost, je pourrais faire exactement les mêmes calculs avec du coup l'inductance qui est chargée lors du temps on, connectée uniquement à l'entrée, et qui va se décharger en même temps que l'entrée et la sortie sont connectées lors du temps off. Les résultats des calculs sont à peu près similaires, vous voyez, ils sont juste organisés différemment. À une différence près, le courant nominal, le courant qui va passer dans la self et du coup le courant moyen dans la self sera similaire au courant de sortie dans un buck, alors que la self étant placée plutôt vers l'entrée dans un boost, eh bien, il y aura en plus le V-out moins V-in à appliquer sur la tension de sortie pour avoir le courant dans la self, dans un boost. Si maintenant je regarde ce qui se passe dans la capa, dans le condensateur, qui était en sortie, donc là je reviens sur la topologie buck. Le condensateur étant placé en sortie, sa fonction, le condensateur, je vais regarder le rond qui est à droite. En théorie, lorsqu'on parle de filtrage, mais même ici c'est la même chose, sa fonction va être de laisser passer le DC, c'est-à-dire le continu, pour qu'on ait un courant continu dans la charge derrière, et d'encaisser tout ce qui est courant variable et de le rejeter. Là, on a clairement un courant variable puisqu'on vient de parler du ripple dans l'inductance. Donc, si j'essaie de faire le plus simple possible, on va dire que le condensateur va laisser passer I-out, qui est un courant parfaitement continu, et va prendre le IC, qui est le courant d'ondulation qu'il va encaisser lui-même. Donc, il est centré sur 0, il n'y a que la C qui passe dans le condensateur, et donc j'ai ce courant-là, le même que le IL qu'on avait tout à l'heure, mais centré sur 0.
Maintenant, si je reprends les formules de base des kappas, delta Q égale C delta V, on se retrouve en fait avec en plus la variation de courant dans la kappa, on se retrouve en fait avec quelque chose pour calculer la valeur de la kappa dont j'aurais besoin. Dans mon application, on a la quantité de charge qui se situe sous l'air ici, puisqu'on a juste une intégrale du courant variable qui est ici, et on peut calculer la quantité de charge avec l'air qu'on retrouve sous la courbe. Ce qui fait qu'on retrouve très bien les basses fois hauteur de mes petits triangles qui sont ici. Le T on divisé par 2, la hauteur c'est le IC. Ça me permet de calculer le delta Q en fonction de la variation de courant des temps on et off. Si j'applique le delta V, je peux me retrouver à pouvoir calculer mon delta V, ma variation de tension que j'aurai du coup dans ma kappa, avec la valeur de kappa, et du coup, je peux extraire la valeur de kappa dans mon application. Je refais exactement la même chose que j'ai fait pour mon inductance. J'ai une valeur de kappa qui va dépendre de mes paramètres de base. Ici, on a mis T-switch, donc la période, mais c'est pas avec la fréquence du switch. Enfin, c'est juste l'inverse. Et le delta V. Je continue, j'extrais justement tous ces paramètres avec l'inductance qui doit être intégrée également et le rapport cyclique. On peut calculer la fréquence de coupure de mon filtre LC. C'est important d'en avoir au moins la valeur, l'ordre de grandeur, parce que si elle se situe trop haute, on peut se situer trop proche de ce qu'on appelle la crossover frequency de ma boucle de régulation. Et du coup, on pourrait se retrouver en instabilité avec des oscillations en cas de changement de charge, donc de transitoire à la sortie. C'est un autre sujet plutôt automatique, mais c'est intéressant d'avoir un ordre de grandeur de la fréquence de découpage de ce filtre LC. Elle peut être calculée. Maintenant, on a bien compris qu'on avait un courant d'ondulation, qu'on va avoir un delta V tout de même aux bornes de la kappa, qui sera non négligeable, le delta V qui vient de la kappa. La kappa n'étant pas parfaite, elle a également ce qu'on appelle un ESR, une résistance série, et donc on aura ce qu'on appelle un delta V qui vient de l'ESR de la résistance, qui sera parfois non négligeable. Comme U égale RI, courant d'ondulation va nous donner une tension d'ondulation, une ondulation de tension. Ce qui fait que, en fonction de votre application, si vous acceptez d'avoir dans votre application peut-être 1% de ripple, donc de tension d'ondulation, eh ben vous direz moi je veux du DC mais j'accepte ceci. Eh ben vous pourrez calculer l'ESR maximal que vous accepterez dans votre application, en fonction de du delta V que vous avez besoin. Donc je reviens sur la même application numérique que tout à l'heure. On peut imaginer qu'il y a une part du delta V qui vient de la kappa, une part qui vient de l'ESR. Si ça représente 1% de ce que vous acceptez, 1% de votre sortie, 5 volts, on accepterait 50 millivolts de delta V. Eh bien, on se retrouve avec une partie delta V de l'ESR qui sera d'environ 30 millivolts. Les pourcentages sont juste mis arbitrairement. C'est notre présentation, on a choisi de mettre ceci. Ça peut se mesurer avec le delta V, ça peut se calculer avec le delta VC. Donc l'ESR, il est limité à 30 millivolts, la tension venant de l'ESR, et du coup, on peut se dire, application numérique, ma kappa va être calculée avec les conditions que j'ai présentées juste avant, à 8 microfarads. L'ESR max, si j'accepte 30 millivolts d'ondulation de tension due à l'ESR, l'ESR sera limité à 40 millivolts. Maintenant, je peux choisir mes composants. Je peux aller sur RedExpert, donc là je vais sortir de la partie inductance, je vais aller directement dans la partie condensateur, et les premières kappas qui sont assez célèbres sont les kappas chimiques, des kappas électrolytiques, aluminium, et de la même façon que tout à l'heure on choisissait les inductances, on peut choisir les valeurs de kappa. Alors on voit souvent plusieurs condensateurs en parallèle pour avoir des valeurs plus petites et moins encombrantes parfois, ou en tout cas plus faisable avec les tensions et tous les autres paramètres. Là, je vais faire simple, je vais juste mettre 8 micros, je vais mettre 10 de max pour une tension de sortie à partir de 10 volts. Et je vais mettre un max à 25 volts pour ne pas avoir trop de valeur. Alors pour des kappas chimiques, on peut quand même se rapprocher pas mal de la tension max par rapport à la tension de l'application. Bon, je vois que j'ai des solutions ici. Par contre, je vais devoir vite regarder ce qu'on appelle l'ESR, et dans RedExpert, vous avez la courbe de l'ESR en fonction de la fréquence.
Donc là, je suis en train de déplacer le curseur du bas et je clique 535 kHz, c'était la fréquence de découpage. J'ai une colonne qui s'est ajoutée qui me permet de matérialiser le ESR. Là, on se rend compte qu'on a des ESR qui sont de l'ordre de l'ohm. Donc c'est beaucoup par rapport au calcul que j'avais fait. Peut-être que cette kappa est surdimensionnée. On aurait pu imaginer un autre type de kappa. Je vais aller voir les aluminium polymères, qui est aussi une techno chimique, mais solide. Donc on a des avantages en termes de durée de vie, je vais y venir dans un instant. On aura peut-être aussi des avantages en termes d'ESR. C'est son avantage, la kappa polymère, d'avoir des ESR plus faibles. Donc je vais prendre les mêmes fenêtres. Je vais essayer de chercher du 10 micros. Je vais mettre une tension, allez, si j'ai du 5 volts en sortie, je vais mettre 6,3 volts minimum jusqu'à 25 volts pour voir ce qu'on a comme valeur. Bon, j'ai du 10 volts, du 16 volts. Je vois ici que on a déjà la colonne de l'ESR qui apparaît. Elle est à 100 kHz. On est déjà à l'ordre du milliohm, comme vous voyez, on est proche des 40. Si je veux aller au bout, que je veux prendre la fréquence de découpage exacte, soit 535 kHz, je me retrouve avec des ESR en dessous des 40 milliohms que j'avais voulu tout à l'heure. Voilà. J'aurais pu également jouer avec ce qu'on appelle les kappas céramiques, qui étaient peut-être suffisantes pour mon application, à voir. Moi, je vais y venir tout de même. On aurait la même fenêtre de filtrage avec les valeurs de l'ESR, mais on aurait également différentes solutions, différentes classes. Dans les kappas céramiques, il y a différents types de diélectriques, de matériaux, et on les voit ici, X7R, X5R, etc. Donc si j'en viens, pardon, sur ma présentation, voilà, pardon, au choix des paramètres, vous voyez que sur les céramiques, on a différentes classes. On a la classe 1 qu'on appelle NP0 ou C0G en fonction du pays, du standard, qui est une kappa qui ne va jamais varier, mais bon, son désavantage, c'est de ne pas fournir des fortes valeurs de permittivité, et du coup, on aura des faibles valeurs de kappa. Si on veut des grosses valeurs pour les utiliser dans les alimentations, on va devoir se pencher vers les X7R, les X5R. Comme vous le voyez, elles ont des fortes dépendances, notamment dépendance à la tension qui se font à leur borne, dépendance à la température également et au vieillissement. La tension qui est à leur borne, elle peut chuter drastiquement, pardon, la valeur de kappa peut chuter drastiquement en fonction de la tension à leur borne, notamment à partir de la moitié de la tension d'application, on se situe déjà avec des fortes chutes. Là, j'ai un exemple ici. J'ai mis 4 volts pour une kappa qui est à 6,3 volts. Vous voyez, on a 61% de la valeur qui est perdue sur une X5R. C'est juste un exemple. On pourrait aller dans le détail sur RedExpert puisqu'on peut calculer le DC bias sur les kappas. Vous voyez ici, vous avez une courbe où vous pouvez justement appliquer la tension que vous voulez et filtrer ainsi en fonction des diélectriques. Mais là, on n'a pas le temps sur ce format puisque je vois que ça fait déjà une demi-heure. Voilà, pour les céramiques. J'ai parlé des chimiques, des kappas chimiques aluminium et polymères. Leur différence se fera sur le fait que, comme j'ai dit, il y a un ESR qui est faible, donc elles accepteront un courant d'ondulation beaucoup plus élevé, et elles auront du coup, je parle bien des polymères, hein, elles auront du coup une durée de vie plus étendue. La durée de vie des kappas chimiques est donnée dans le pire des cas, c'est-à-dire au maximum de température, la meilleure durée de vie qu'on aura. Donc si j'ai une 85 degrés à 2000 heures, bah, si j'ai 85 degrés d'ambiant, elle pourra tenir 2000 heures. Cette durée de vie, elle peut s'étendre si on a une température ambiante plus faible. Donc pour les kappas chimiques standards, à chaque différence, tous les 10 degrés de différence de température par rapport à la température max, là si on attend par exemple une température ambiante de 75, on pourra multiplier par 2 la durée de vie. Chez les polymères, en fait, on pourra multiplier par 10 tous les 20 degrés. Ce qui fait qu'on a un tableau ici, il faut comparer des chats et des chats. Si je compare des kappas 105 degrés à 2000 heures, si je me situe finalement à 85 degrés, j'en serai à 20 000 heures pour l'une, à 8 000 pour l'autre, et si je vais à 65 000, alors là, je compare 200 000 à 32 000 heures. Voilà, vous avez cette courbe-là qui permet d'étendre les durées de vie, calculer en nombre d'années les durées de vie. Voilà, je pense que c'était clair juste auparavant. Voilà pour les kappas
polymère. Je vais revenir brièvement pour conclure sur la partie inductance. J'ai parlé tout à l'heure de courant dans l'application. En effet, le courant de sortie sera le courant moyen qu'on veut dans l'inductance. C'est le courant qui passera dans l'inductance. Comme vous le savez, un fil parcouru par un courant, ça chauffe puisqu'il y a un RDC qui est non négligeable. Et on parle de courant nominal dans nos inductances. Un courant nominal sera en fait défini par rapport à une température d'échauffement. Donc là, par exemple, il n'y a pas vraiment de standard chez tous les fabricants d'inductance. Juste nous, on s'est pour la plupart du temps basé sur 40 degrés ou 40 Kelvin d'élévation de température, un delta T. Si j'applique le courant nominal qui est donné, j'aurai 40 degrés d'échauffement donné. Donc sur AidExpert, vous trouverez également les courbes d'échauffement. Si vous avez envie de mettre plus de courant parce que vous avez bien dissipé votre inductance sur le PCB, parce que vous avez de la marge et une température ambiante assez faible, vous pourrez mettre plus de courant en effet. Si vous avez moins de courant, moins d'échauffement bien sûr. Donc nous, nos tests sont faits sur un PCB standard avec l'empreinte standard. Si vous avez différents types de dissipation thermique, que ce soit sur PCB ou ventilé, vous pourrez peut-être arriver à des courants plus élevés. Ça dépendra juste de l'échauffement du fil et on compare nos familles avec la taille, la section du fil et on pourra avoir différents types de courants et différents échauffements. Un autre courant est mentionné dans nos composants, ça s'appelle le courant de saturation. C'est le courant qui est défini par la saturation, cette fois du matériau. On parle de matériau là. Le matériau, lorsqu'il sature, les dipôles sont tous alignés dans le même sens et il n'y aura plus de réaction, on va dire, au champ magnétique. Et ce qui fait qu'on aura une perte de la valeur de l'inductance. Il n'y a pas de standard non plus chez tous les fabricants d'inductance. Et nous, on se définit pour l'exemple de cette famille-là à 10% de perte de valeur inductive. Si j'applique le courant qui est donné, le courant de saturation, j'aurai 10% en moins de la valeur de la self. Et on a des courbes de perte de valeur inductive qui ressemblent à ceci, avec des zones dans lesquelles on voudra ne pas aller si possible. Donc sur AidExpert, vous avez les mêmes courbes. Si je me permets plus de chute de valeur inductive, je pourrais forcément avoir des courants plus élevés. Le problème, c'est que la valeur d'inductance fait directement varier le ripple. Donc si j'ai une forte chute de valeur inductive, je vais avoir des pics de courant qui seront plus importants. Là, j'ai repris juste la slide qu'il y avait auparavant. Et donc, si je dimensionne mal mon inductance et qu'on a des pertes de valeur inductive trop élevées, je peux avoir des pics de courant qui peuvent détériorer mes kappa ou mes MOSFET qui sont autour. Donc attention aux chutes de valeur inductive dans la self. En fonction du type de matériau, on a différents profils de perte de valeur inductive. Par exemple, la jaune ici, c'est une inductance en poudre de fer qui a une saturation beaucoup plus douce et donc a moins de risque d'avoir une chute brusque lorsqu'on a un courant trop élevé. Bien sûr, il faut jouer avec l'équilibre et tous ces paramètres. Comme je l'ai dit, c'est une affaire de compromis. Les matériaux en nickel-zinc, comme la courbe bleue, qui a une chute d'inductance plus brusque, elle permettra d'avoir souvent des valeurs d'inductance plus élevées, puisqu'on a une perméabilité plus élevée dans le matériau. Ça rejoint ce que je disais en début de présentation. Voilà. Donc, dans un buck, dans un boost, on va baser le courant nominal de l'application autour du courant nominal de la self, puisqu'on aura une valeur moyenne qui va traduire un échauffement du fil, mais on voudra qu'à aucun moment les pics de courant ne dépassent le courant de saturation de la self. Voilà. Après, tous les paramètres de l'application vont permettre de jouer avec les tailles, les valeurs d'inductance, puisque comme on l'a vu sur la formule, plus j'ai des fréquences de découpage élevées, plus je pourrais avoir des valeurs d'inductance plus faibles. C'est la même chose pour les condensateurs. Et du coup, on pourra jouer avec toutes nos technos d'inductance. On a des technos où se cumulent des variations en termes de type de fil, multicouche, bobiné, en type de matériaux. On pourrait avoir dans les mêmes boîtiers des familles avec du nickel-zinc, des familles avec de la poudre de fer et donc des saturations plus élevées, etc., etc. Que ça soit sur des petites tailles, que ça soit sur nos familles les plus standards, comme cette famille-là, la WEPD, où on a plusieurs empreintes similaires, où à chaque fois, vous avez à chaque fois la version standard,
la version performance où vous retrouverez des matériaux en manganèse et zinc, ou la version robuste où vous avez des stabilités supérieures en termes mécaniques. Donc la voilà ici. Ensuite, toutes les variantes, ça sera en fonction de votre application, traversant, CMS, blindé, non blindé, etc., etc. Les voici. Juste un dernier point sur la partie tension. Nos inductances sont données à une tension particulière, tension d'essai. Lorsque vous avez des tensions trop élevées, je parle de quelque chose qui sont au-dessus de 80, de 120, c'est indiqué en datasheet, hein, des fois c'est 80 volts, 120 volts dans nos inductances. Lorsque vous retrouvez sur des applications HV, comme par exemple des bucks non isolés pour faire du lighting où vous partez du secteur, l'inductance peut, elle, prendre des variations de tension beaucoup plus élevées. Là, hein, le V-in, V-out, le rapport qu'on voyait tout à l'heure en début de présentation peut être beaucoup plus élevé. Et lorsque l'inductance se prend des tensions beaucoup plus élevées, elle a un risque de craquage. Donc, on a une famille aussi qui est faite avec un grade sur le fil supérieur pour éviter tout arcage lorsqu'il y a des grosses différences de tension entre les différents enroulements de la self. Voilà, je voulais juste attirer votre attention au niveau de la terminaison aussi, on a plus d'écart pour les versions HV. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. Juste pour terminer, je rappellerai juste que bon, on peut vous aider sur toute la chaîne de la conversion DC-DC avec la partie connectique à la base. On a les protections contre les surtensions. On a la partie inductive, bien sûr. On a des LED de signalisation si vous le voulez. On a les parties kappa en entrée-sortie, comme je l'ai évoqué, et on a la possibilité également d'avoir des modules d'ALIM qui intègrent l'ensemble de la partie découpage, incluant la self, l'IC, le découpage MOSFET et diode. Voilà. J'en arrive à la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a eu quelques questions. Je vois également que j'ai dépassé, j'en suis désolé. J'espère que vous êtes toujours présents et connectés. Je vois que le nombre n'a pas varié, tant mieux. Le temps que vous posiez vos questions, puisqu'on y est arrivé, je regarde les questions. Paul, je t'invite, si tu veux, à me dire s'il y a des questions qui méritent de les lire à voix haute. Pendant que vous posez vos questions sur l'interface, juste pour terminer, je rappelle juste qu'on peut aller un peu plus loin sur ces sujets si vous voulez faire des webinaires privés avec vos collègues d'une entreprise sur un projet particulier. On a beaucoup de commerciaux qui travaillent en ce moment encore chez eux pour répondre aux nombreuses demandes de nos sous-traitants et bureaux d'études qui sont en train de développer également chez eux. Voilà, ça représente tous les business units que j'ai évoqués déjà lors des précédents JT. On peut parler également CEM, communication en plus de la power. On a les composants que j'ai évoqués déjà ici. Et il y a nos collègues de la connectique qui sont également là pour le même type de support, que ça soit pour de la connectique, des supports de fusibles, des switches et tout ce qui est assemblage de câbles. Voilà, le prochain sujet est lundi sur l'USB type C. Maintenant, je suis ouvert à toutes vos questions et il nous reste quelques minutes pour discuter. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Voilà, je lis les premières questions s'il y en a. Alors, il y a une question sur le choix de la fréquence de découpage. Est-ce qu'il y a des préférences pour le choix de la fréquence de découpage? Alors, c'est encore une fois une affaire de compromis, c'est-à-dire que souvent j'entendais des clients dire qu'ils avaient un doute de prendre des fréquences de découpage assez hautes pour des raisons de CEM. L'impact du routage des boucles chaudes, c'est-à-dire les boucles à fort courant et fort variation en fonction du temps, peut être aussi bien maîtrisé sur le routage et qu'il n'y ait pas vraiment d'impact à aller en haute fréquence. Donc, je ne vais pas vraiment parler de ce sujet-là. Derrière, la fréquence découpage définira la taille de votre self, mais la taille de votre self, si elle est plus petite grâce à une haute fréquence découpage, limitera le courant dans votre self. Donc,
Non, je n'ai pas vraiment de contraintes. Il faut regarder aussi en fonction de l'IC que vous aurez choisi et du rendement qui vous permettra d'avoir. Il y a des IC qui font varier eux-mêmes la fréquence de découpage euh, selon leur type de découpage et de calcul de rapport cyclique. Donc non, je n'ai pas de préférence. Après, il y aura le choix du matériau qui sera à optimiser en fonction. Et là, je parle vraiment de la self. Ça sera à nous de vous aider, de vous orienter là-dessus. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, je vous invite à reformuler ou donner une autre question. Je vais lire une autre question. Alors, excusez-moi, j'ai juste un petit temps parce qu'il y a une longue question que je vais vouloir lire. Alors, il y a une question pour associer un peu plus de paramètres et pouvoir discuter rendement. C'est un autre sujet, c'est pour ça que j'ai évoqué un sujet des semaines à venir sur le power et je vais reprendre le même type de présentation, mais parler cette fois du rendement et des pertes dans la self, puisque la question traite des éléments parasites des composants, de la fréquence et du coup de savoir c'est à quel rendement on arrivera. Ce que je vais pouvoir montrer lors de la prochaine présentation avec Red Expert, c'est surtout la partie perte dans l'inductance qui va intégrer à la fois les pertes cuivre, les pertes noyau, et en fonction de la fréquence, en fonction du rapport cyclique de votre alim à découpage, ce qui fait que vous aurez une idée claire de la perte en termes de puissance et d'échauffement dans l'inductance. On n'arrivera pas jusqu'au rendement le rendement global de la lime à découpage, euh, mais ça sera un premier élément. D'accord, j'ai confirmation que la première question était convenable dans la réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus à dire. J'espère avoir répondu au moins partiellement à la question sur la fréquence de découpage et le rendement. En tout cas, si vous jouez sur la partie alimentation, comme je disais tout à l'heure, pour les inductances de puissance, vous en venez à un calcul qui vous propose un rendement ici qui joue et qui varie en fonction de la fréquence de découpage que vous avez. En effet, plus on augmente la fréquence de découpage, plus on aura des pertes assez peut-être hautes, pardon, mais on a des composants qui sont vraiment adaptés pour avoir des pertes assez limitées en jouant sur le profil des fils avec du câble plat, du fil de Litz ou avec des matériaux qui sont adaptés pour jouer à haute fréquence. Donc, ça sera vraiment exactement le sujet de la prochaine présentation et vous pourrez ainsi comparer les différents rendements. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je vais laisser encore 2 minutes l'interface ouverte. Je vous rappelle juste qu'à la clôture, vous est proposé un questionnaire de satisfaction et je serais ravi que vous y répondiez pour avoir un avis critique et améliorer nos sessions. Le replay sera disponible au même lien et sur YouTube, ça attendra un petit peu. Je sais pas combien de jours ça va mettre. Sur demande, bien sûr, on peut aussi vous envoyer la présentation sur demande par le mail qui est affiché ici ou à moi-même. Je pense que vous avez mon mail sur l'interface. Voilà. Je laisse encore quelques minutes. Je vous remercie pour les remarques qui sont faites dans la fenêtre questions. J'attends encore 1 minute s'il y a des questions supplémentaires et sinon je clôturerai la session. Merci à toutes et à tous. J'espère que tout va bien confiné chez vous. Euh, Ici, ça va.
Alors, je suis toujours là, hein, l'écran ne bouge plus, mais j'ai lu une nouvelle question qui me demande quel Ripple vaut mieux quel Ripple. Alors, si on regarde la partie inductance, on regarde par rapport à l'énergie qu'elle peut encaisser, et en général, on suggère des Ripple entre, on va dire 10 et 50 pour être large, mais on parlera peut-être de 20 à 40%. Là, c'est par rapport aux dimensions de l'inductance et ce qu'elle peut encaisser. Si on a un ripple plus grand, pardon, on aura des pics de courant plus élevés et du coup plus de problèmes peut-être en CEM. Mais peut-être que ça conviendra. Si on a un ripple plus petit, ça sera du coup peut-être mieux, mais la contrainte sera qu'on aura mis une inductance plus grosse et du coup on aura des composants plus encombrants euh, sur le PCB. Donc si vous avez des grosses contraintes de taille, ce sera peut-être dur d'avoir un ripple très petit dans votre application. Il y a une question sur le delta I, delta T. Il faudrait peut-être qu'on en rediscute en privé, mais je peux la lire à voix haute sans vous citer, monsieur. Euh, faudrait qu'on discute plus précisément parce que vous parlez de dissipation par rapport au delta I, delta T. Tout à l'heure, j'ai parlé des boucles chaudes avec des hauts delta I, delta sur delta T. C'est justement des boucles qui vont plutôt générer du bruit. Donc, on ne parle pas vraiment de dissipation. Par contre, réduire ces boucles-là va permettre de limiter l'antenne qui sera créée et du coup limiter les rayonnements de cette boucle qui a des forts delta I, delta T et du coup limiter les problèmes de CEM. C'est ceci que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on ne parle pas de jouer sur la dissipation, mais vraiment juste sur la taille de la boucle, hein. Je peux revenir par exemple sur cette slide. Excusez-moi. Ici, lorsqu'on a là ici et on a la boucle avec l'inductance, donc là on a plusieurs inductances à mettre en parallèle, donc c'est un peu, c'était juste parce que c'est une carte où on peut jouer avec les inductances pour faire de la démo. Mais la boucle qui est ici, par laquelle passe l'inductance et où il y a le découpage avec le MOSFET, c'est une boucle chaude avec des forts courants. Donc celle-là, c'est une de ces boucles qu'il faudra limiter le plus possible en termes de taille, je voulais dire, hein. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Et sinon, bah, je vous invite à me recontacter, on pourra en reparler en privé. Voilà, les personnes sont en train de quitter la session. Je vois que je n'ai pas plus de questions. Donc je vais clôturer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end derrière, un bon confinement. Soyez en sécurité chez vous avec votre famille. Euh, et à la prochaine, c'est-à-dire à lundi, pour le prochain JTT de Virtu Electronique France qui traitera du sujet USB type C. Bonne journée, au revoir.